Bonjour à tous, bienvenue dans La Phase. Je suis Mathias et je suis accompagné de mon cher et tendre Hugo. Bonjour Hugo. Salut. Comment vas-tu ? Ça va et toi ? Très bien, très bien. Aujourd'hui, on s'attaque à un film qui date, Interstellar. Alors pourquoi on s'attaque à Interstellar ? Ça peut paraître un peu bizarre, étant donné qu'en ce moment il y a beaucoup de sorties. Mais c'est parce qu'à la base, on voulait s'attaquer à Dossier 137, mais je n'ai pas eu le temps de le voir. Donc on a décidé un peu de s'en sortir par une pirouette. Tu n'as pas fait tes devoirs. Non, je suis un mauvais élève. Et du coup, on s'attaque à Interstellar, mais c'est bien aussi. C'est l'occasion, on s'était dit, on a des plans B en fait. On a nos plans A, les films contemporains, puis de temps en temps, on a des petits plans B si jamais il se passe ce qui s'est passé cette fois-ci. Et donc on s'était dit que ça pourrait être pas mal de s'attaquer à un film qui nous rassemble un peu tous les deux, pas forcément parce qu'on l'aime tant que ça, mais parce que c'était un film de notre génération, quoi. Tout à fait. Toute notre génération a pété un câble, plus en bien ou en mal, mais sur Interstellar, donc c'était l'occasion. Tout à fait, c'était il y a 11 ans, ou même 11 ans à peu près. Interstellar, réalisé par Christopher Nolan, donc sorti en novembre 2014. Et donc le film met en scène Matthew McConaughey qui joue Joseph Cooper, père de famille, fermier, ancien pilote, qui doit partir dans l'espace avec 3 autres protagonistes pour trouver une planète habitable, parce que sur Terre, on est en 2067 et c'est la Hesse. Les conditions de vie se dégradent trop et c'est bientôt la fin de l'humanité. Il abandonne donc son fils et sa fille surdouée Murphy, passe à travers un trou de verre et tente de rejoindre 3 autres astronautes partis des années avant, postés sur 3 planètes potentiellement habitables. Alors Hugo, qu'est-ce qui t'a fait ce film, qu'est-ce qui t'a fait ressentir ? Non, mais alors avant d'aller directement là-dessus, je trouvais que ça pouvait être pas mal de, tu vois, si on reprend un peu le pitch que t'as dit, on est vraiment sur un motif très classique de la SF, quoi, et du cinéma peut-être d'aventure en général, c'est-à-dire on a des héros qui vont partir aux confins du monde, en l'occurrence aux confins de l'univers, et qu'en fait, dans cette grande exploration spatiale, ils vont se retrouver eux-mêmes, et en fait, on va en apprendre sur l'humain. C'est mis en scène littéralement par le film, vu qu'en fait, quand Cooper va aller au plus loin possible du monde, sortir des 3 dimensions, arriver dans les 5 dimensions, machin, qu'est-ce qu'il retrouve ? La chambre de sa fille. Et donc, on a cette idée comme ça de l'exploration extérieure, comme en fait une sorte de retour à soi, qui est, je pense, voilà, un motif classique, très classique du cinéma ou de la fiction en général, d'aventure et plus particulièrement de science-fiction. Et je dirais que le film, il est un peu en tension entre ce qu'on pourrait dire sont un peu les deux, pour moi, grandes caractéristiques du cinéma de Nolan. On pourrait dire que c'est un peu les 2 facteurs de l'équation de Nolan, vu qu'on va reparler, il y a beaucoup question de maths et d'équations dans ce film. Le premier, c'est un côté très ludique de Nolan, je pense que c'est ça, on va en reparler, je pense que c'est ça sa force. Le cinéma comme invention de concepts un peu improbables. Memento, qui était un film qui m'avait beaucoup marqué quand j'étais très très petit, que je l'avais vu pour la première fois, c'est un film sur quelqu'un qui perd sa mémoire au fur et à mesure, et donc ça va donner plein d'idées de montage dans le film, pour nous donner la perception de cet homme qui perd la mémoire au fur et à mesure. Inception, pareil. On rentre dans des rêves, on est dans ce genre de cinéma comme zone d'expérience et de jeu. La science est aussi utilisée un peu comme ça, voilà, comme un moyen de s'amuser avec des temporalités qui vont pas à la même vitesse, le temps qui se retourne, tout ça. Ce qui est pour moi une tradition intéressante de la SF, et qu'on pourrait voir un peu aujourd'hui continue dans un truc comme Rick et Morty par exemple. Rick et Morty sur le côté beaucoup plus ludique, mais on s'amuse avec la physique quantique, on s'amuse avec la gravité, on s'amuse avec tout ça. Et à côté, comme une sorte de contrepoint à ce côté très enfantin et ludique, que moi j'aime beaucoup en général au cinéma, je trouve que c'est vraiment quelque chose de moteur dans plein de bons films et de bonnes œuvres de fiction en général, on aurait un côté à l'inverse très solennel. On est vraiment dans un film, on nous parle de la vie, la mort, la nature humaine, le temps, la paternité, on est vraiment des choses très massives, avec une forme qui accompagne ça, c'est-à-dire que Nolan fait des films de plus en plus longs, de plus en plus de grands sujets. Voilà, je pense que Memento doit faire 1h30, on va jusqu'à celui-là qui fait 2h50, je crois. Oppenheimer, on doit être dans les mêmes sortes de zones, avec aussi beaucoup de dialogues qui nous indiquent que nous sommes dans du sérieux. Voilà, on est dans la physique et dans l'amour, quoi. Et Interstellar, c'est peut-être un de ceux où cette dimension-là prend le plus de place, je trouve. Où il y a moins de place laissée que dans ses films précédents, notamment Inception et Memento, ou Le Prestige, qui est un film sur des magiciens, où pareil, il y avait cette idée un peu de s'amuser avec la magie. Celui-là, il y a encore quelques scènes qui gardent cette idée-là de s'amuser avec le temps et l'espace, mais il y a aussi beaucoup de place qui est laissée à, on va dire, le côté majestueux, solennel, dont on va essayer de décrypter un petit peu pourquoi tout ça, et est-ce que ça fonctionne, quoi. Cette solennité un peu du cinéma de Nolan. On t'en parlait justement dans ton introduction. Le film, il se base beaucoup sur des théories scientifiques, des théories scientifiques extrêmement complexes, parfois même incompréhensibles pour des profanes. Et d'ailleurs, ça lui permet au final de faire un peu ce qu'il veut.
tout au long du film. Ouais. En tout cas, c'est sûr que la science a beaucoup de place dans le film. Alors, je dirais qu'il y a deux choses, moi, Si on prend vraiment le film, on va dire comme des abrutis. C'est-à-dire qu'on regarde vraiment le film, à quoi il ressemble, en quoi il est marquant. Avant d'aller dans la science, parce qu'un premier truc qui est très frappant, c'est à quel point c'est un film avec beaucoup de vide visuel, quoi. C'est-à-dire que c'est paradoxal, on va dans l'espace, on va sur des planètes, on a plein de choses, et pourtant, évidemment, l'espace c'est le vide, bon, ok, ça on est d'accord, mais les planètes sont monochromes, très vides, avec rien dessus, une planète d'eau, donc le meilleur moyen d'avoir rien. Une planète, une sorte de planète glaciaire un petit peu. Et le trou noir aussi, quand on rentre dans le trou noir, on est dans un design très minimal. On parlait, c'est un petit peu Apple presque, avec juste des petites bandes comme ça de lumière. Et même la Terre, en fait. Il a une idée pour rendre la Terre très vide. Bon, évidemment, c'est déjà post-apocalyptique, mais aussi l'idée de la poussière. La poussière va rendre tout monochrome, va tout recouvrir d'une sorte de pellicule qui rend tout un peu uniforme. Donc, on va y revenir. Je trouve que c'est pas rien comme geste de se dire je fais un film de SF où il va y avoir plein de planètes, d'éléments, de vaisseaux, et en fait tout ça est assez lisse au sens littéral, pas lisse au sens c'est inintéressant, mais lisse au sens visuellement. On a des choses très planes et très très lisses. Et la deuxième chose, tu l'as dit, c'est qu'on a un cinéma de la science, mais en fait on a surtout un cinéma du dialogue en fait. C'est un film avec beaucoup de dialogue, et je pense que c'est aussi un truc qui prend de plus en plus de la place dans le cinéma de Nolan. C'était ça quoi. Interstellar, j'ai pas compté, mais on a quand même beaucoup de scènes de dialogue, et même en fait de dialogue explicatif. Littéralement explicatif, c'est-à-dire qu'on a des gens qui expliquent des choses, et on dit souvent de ce film et de Nolan en particulier que c'est un grand visuel, c'est un qui crée des images. Moi, je suis pas très convaincu. Je pense vraiment que ce qu'il essaie de faire, c'est du cinéma d'explication, de dialogue. Alors, j'ai rien contre, parce que, on va dire, l'enjeu didactique en soi, l'idée qu'on va apprendre des trucs, moi, je suis pas contre. Au contraire, je suis très excité quand je vais voir un film sur la science, de me dire, je vais apprendre plein de choses, j'adore apprendre, enfin voilà, on est content. Je remarque ici que déjà, la pédagogie, il choisit de la faire passer par le dialogue. Ce qui est pas rien, parce qu'au cinéma, on a plein d'autres armes. Il y aurait plein d'usages de formes non dialoguées pour nous faire capter des concepts physiques. Il y en a deux pour moi dans le film. Il y a deux idées non dialoguées. C'est à un moment, quand il s'approche du trou noir, l'image se courbe. Et donc on comprend qu'en fait, le temps et l'espace se courbent. Voilà une idée non dialoguée pour nous faire comprendre la courbure de l'espace-temps. Et la deuxième, c'est, on va en reparler plus tard, mais c'est l'usage des enregistrements. Le fait de garder des enregistrements qui viennent de la Terre pour nous donner une idée des différences de passage du temps. Pour le reste, si on met ces deux idées-là de côté, en gros, les enjeux du film passent par le dialogue. Et c'est là pour moi quand même que le bas blesse un peu dans le film, c'est que si tu veux faire du didactisme verbal, en gros tu as un peu deux solutions, soit tu fais parler un personnage directement à la caméra ou une voix off, tu nous assumes un personnage de conteur, d'explicateur, ce que Nolan ne fait pas, ou alors tu arrives à intégrer des scènes d'explication dans ton récit. Je trouve que Nolan, il est sacrément flemmard là-dessus. Il y a plein de séquences du film où les personnages s'expliquent des trucs entre eux, qu'ils savent évidemment déjà. Par exemple, on nous explique, un personnage explique à Cooper ce qu'est un trou noir, une fois que Cooper est déjà parti dans l'espace pour aller dans un trou noir. Merci, on peut imaginer qu'il a déjà été sacrément briefé sur le sujet et que c'est pas en tordant un papier, en disant regarde, c'est ça le trou noir, qu'il va comprendre à ce moment-là. Donc évidemment que ce personnage-là ne parle pas à Cooper, il nous parle à nous, spectateurs. Et je trouve que c'est très flemmard quand même de faire ça. Une fois, ça va, on doit avoir, j'ai pas compté, mais je pense 7-8 scènes quand même qui fonctionnent sur ce schéma-là. Le fait que la science passe beaucoup par le verbe dans ce film, c'est pas qu'un signe de paresse scénaristique, c'est je crois qu'en fait, pour Nolan, la science, c'est du verbe. C'est-à-dire que la science, c'est beaucoup des dialogues, mais c'est quoi en fait le grand enjeu scientifique du film? C'est une formule. C'est le grand truc contre lequel, j'ai oublié son nom, le scientifique initial, là, le vieux monsieur, il se débat. C'est une formule. C'est quoi que le personnage de Murphy résout? C'est une formule et qui est indiquée sur un tableau. C'est quoi l'obsession de Cooper? Quelle est la seule chose qu'on sait de lui par rapport à l'espace? C'est qu'il lit des livres sur l'espace. Comment est-ce qu'il communique avec sa fille dans l'espace-temps? Par une bibliothèque, etc., etc. Je pense que c'est pas anodin le fait que les livres aient tant de place, mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils n'ont pas tant de place en tant que livres concrets. On ne sait pas ce qu'il y a dans ces livres. Ils sont là pour nous indiquer que tout ça est verbal. Ce qui veut dire que ce qui intéresse Nolan dans la science, c'est sa dimension verbale abstraite et très peu sa dimension concrète. Oui, du coup, on se retrouve à avoir beaucoup plus de blabla théorique que d'images techniques, des performances, des fusées, ou en tout cas de la technique, de la technologie.
Bah, on peut dire que, on va dire, le passage de la formule au monde concret l'intéresse pas du tout. Et c'était déjà très frappant dans Oppenheimer, qui est un film sur la physique nucléaire, qui avait des scènes de cours, enfin voilà, mais des scènes où évidemment on comprend pas grand-chose parce que nous ne sommes pas physiciens nucléaires, et qu'il s'intéressait assez peu à la concrétude de la bombe. Il s'intéressait beaucoup aux équations qui avaient mené à la bombe. Et on disait dans Avatar que Cameron était quelqu'un qui était passionné par la technique, par les véhicules, par les armes, tout ce qui était de l'ordre de la technique humaine. Ça, Nolan, c'est quand même spectaculaire à quel point ça l'intéresse pas. C'est-à-dire qu'il aime les scientifiques en tant que créateurs de verbes, on va dire d'idées abstraites, mais le film est très peu inventif sur les véhicules, les réacteurs, les moteurs, la partie technique. D'ailleurs, il y a une idée de montage qui est pas mal, mais qui dit beaucoup de son cinéma, je pense, c'est que Cooper part pour partir en exploration, il rentre dans sa bagnole, cut, il est dans le vaisseau. Bonne idée, je trouve, pourquoi pas. Il est en fait dans le même geste, le départ de sa maison le mène dans l'espace dans un même geste, je trouve que c'est une bonne idée, mais ça nous dit beaucoup du fait que Nolan, le décollage du vaisseau ne l'intéresse pas, et quand même en fait ce vaisseau, si là tu me demandes de te le dessiner, je serais bien en peine de dire à quoi il ressemble ce vaisseau. Alors il y a une idée très abstraite aussi, mais c'est qu'il y a un des vaisseaux, parce qu'il y a plusieurs vaisseaux, mais qui est en forme d'horloge. C'est qui est rond comme ça, avec 12 trucs comme une horloge. Ça, oui, ça marche un peu parce que ça résonne avec le motif du temps, évidemment. Mais le reste, il est très peu incarné, en fait. La science, pour lui, c'est du verbe. Ce qui est aussi un peu paradoxal, c'est que Nolan veut nous enseigner de la science. Il veut nous apprendre des trucs. Le problème, c'est que la partie verbale de la science, c'est justement la partie que je ne comprendrai pas. Tu ne vas pas en 2h30 me faire comprendre l'équation de Murphy ou l'équation du grand-père. Du Dr. Brand. Du Dr. Brand. Ce que tu peux me faire sentir, c'est un vaisseau qui décolle, c'est plein de choses. Tu peux me faire sentir la courbure de l'espace-temps en courbant l'image, ça tu peux, mais tu ne me feras pas comprendre la formule. Et donc c'est paradoxal qu'un film qui prétende m'enseigner des choses sur la science, et moi je suis partant, si Nolan veut être mon prof de science et qu'il le fait bien, je suis archi chaud pour apprendre plein de choses, mais il choisit de se focaliser sur la seule partie qui est à peu près certaine que j'aurais toujours pas compris à la fin. Et le reste est un petit peu sous-montré. D'ailleurs, je vais faire une micro-parenthèse, mais c'est pour moi la grande limite scientifique de Nolan, c'est qu'il n'est pas un bon pédagogue de science. Et d'ailleurs, il y a une seule chose qu'on sait des livres de la bibliothèque, je sais pas si tu as vu, c'est furtif, mais on voit Conan Doyle. Donc, l'auteur de Sherlock Holmes. Et c'est quoi, en fait, quand on lit Sherlock Holmes, c'est Sherlock Holmes, il est beaucoup plus intelligent que moi, et à la fin de Sherlock Holmes, il va t'expliquer pour que tu comprennes tout ce qu'il n'a pas lu, il va te l'expliquer. Et Sherlock Holmes, c'est un pédagogue génial, parce qu'il te l'explique et il va utiliser plein de choses physiques et littéraires pour que tu comprennes qui a tué, comment le meurtre était commis, quoi. Le problème, c'est que Nolan, s'il veut faire le Sherlock Holmes, ça me va, qu'ils se disent « j'en sais plus que toi sur la physique, je vais te l'enseigner, je suis d'accord », mais le problème, c'est qu'il ne m'enseigne pas grand-chose, en fait. Je suis pas sorti de ce film avec l'impression d'en avoir appris beaucoup plus sur l'astrophysique. Je suis pas beaucoup plus avancé. Je vais prendre une micro-parenthèse, mais par exemple, il y a un film qui s'appelle The Big Short, qui est un film aussi très populaire, une sorte de mini-blockbuster qui parlait de la crise des subprimes. Et en sortant de ce film, j'avais appris plein de trucs, parce qu'il y avait eu plein d'idées didactiques, visuelles, y compris verbales. Des fois, les personnages me parlaient, mais il me parlait dans une langue que je pouvais comprendre. Le film n'allait pas me mettre les équations différentielles des économistes pour les subprimes, ça j'y comprendrais rien. Et donc voilà, que Nolan veuille faire Sherlock Holmes, ça me va. Il le revendique d'ailleurs du coup dans cette scène-là. Je trouve qu'il n'est pas très bon pour ça. Et je dirais que ce serait, pour finir là-dessus, un peu ça l'équation Nolan. C'est bien quand ces concepts qu'il déploie peuvent avoir une forme d'incarnation audiovisuelle. On va en reparler, je trouve que la scène des souvenirs fonctionne là-dessus. La scène de la vague aussi, on comprend que cette vague va les ralentir et que donc ils vont perdre beaucoup d'années. Ça s'incarne visuellement, donc c'est puissant. Dès qu'il est dans des idées qui n'ont pas une bonne incarnation visuelle, là ça marche pas du tout. Et en parlant d'incarnation, justement, on peut parler également des personnages. Tu disais qu'il était un peu flemmard, Nolan. On a l'impression qu'il l'a été aussi un peu pour designer, entre guillemets, ses personnages. Alors, il y a le personnage principal, Cooper, qui lui est quand même assez complexe et assez fort. Moi, en tout cas, je le trouve pas mal, assez profond. Il y a sa fille aussi, Murphy, qui est travaillée un peu, mais après, tout le reste, on s'en fiche un peu d'eux. Ils n'existent pas trop, quoi. Ouais, non, mais t'as raison. En fait, je pense que je prendrais presque la chose dans l'autre sens. Pourquoi ces personnages-là sont très faibles ? Parce qu'ils sont là pour débiter du dialogue explicatif. Que par exemple, tu prends le personnage du grand-père, qui meurt à un moment, on est censé être ému. Bon, moi je m'en fiche complètement que ce grand-père meure, parce qu'en fait, on le voit longtemps pourtant dans le film. Ouais. Mais il est là pourquoi ? Pour les scènes où ils sont devant la maison avec Cooper,
et qu'ils expliquent, alors pas que de la science, mais qu'ils ont censé nous faire comprendre que Cooper, son rêve, c'est l'exploration et qu'il est frustré par la ferme. Mais ça aussi, t'as dit que Cooper est un personnage complexe. Je sais pas si je dirais complexe, mais en tout cas, qui est un personnage qui existe plus que les autres. Oui, voilà. Mais c'est quand même très frappant, tu vois. Comment on sait que Cooper s'ennuie à la ferme? On nous l'a dit. Comment on sait que Cooper aime l'espace? On nous l'a dit. Comment on sait que Cooper aime sa fille? On nous l'a dit. En fait, paradoxalement, tu vois, il aurait pas fallu grand-chose pour qu'il me mette une scène où je le vois bosser à la ferme et que je vois qu'il se fait chier. Et allez, je vais prendre la scène très cliché. Il est à la ferme, il se fait chier, il regarde le ciel. Bam, j'ai compris. Je prétends pas que ce soit très subtil comme manière de faire, mais ça aurait un petit peu diversifié la manière de modéliser les personnages. Et du coup, ce personnage du grand-père, moi, il m'intéresse pas parce que il est uniquement là pour être, on va dire, l'interrogateur de Cooper et le verbalisateur, l'accoucheur du verbe de Cooper. Les personnages sont soit des fonctions de dialogue, soit des fonctions narratives. Et il y a un truc, moi, on en a parlé avant l'enregistrement, qui m'a estomaqué là, en voyant le film. C'est un moment, du coup, Cooper et ses collègues vont sur la planète d'eau. Un des collègues meurt, on s'en fiche complètement parce que pareil, ce collègue-là, Oui. je voudrais dire en 2 mots, mais tu vois, c'est frappant quand même. Les personnages, ils ont pas d'origine sociale, ils ont pas de manière de parler, ils ont pas de tic de langage, ils ont pas de. Est-ce qu'ils sont chiants, sympas, chaleureux, froids, amoureux? Bon, on n'en sait rien. Les seules choses qu'on sait, c'est par du dialogue. Voilà, le personnage de la fille du Dr. Brand, qui s'appelle aussi du coup Dr. Brand, ouais. on sait qu'elle est amoureuse parce qu'elle le dit, mais à part ça, qui est ce personnage? Je n'en sais rien. Je reviens à mon propos. Donc ils vont sur cette planète-là, un personnage meurt, ils reviennent dans le vaisseau, et en fait on comprend que à cause de la dilatation du temps, il s'est passé 23 ans dans le vaisseau, et donc ils retrouvent celui qu'ils avaient laissé dans le vaisseau, qui s'appelle Romilly, et ce personnage-là les retrouve, et c'est extrêmement chill. Tu sais, il a pas vu d'humain pendant 23 ans. Ce mec dérive seul dans un vaisseau depuis 23 ans. En plus, on nous a insisté verbalement encore pour nous dire que ces personnages-là n'étaient jamais allés dans l'espace et qu'ils n'avaient que vécu dans des simulateurs. Que Cooper est le seul qui a une expérience spatiale. Tu vas me dire qu'on a laissé un débutant, quoi, un noob, dans l'espace 23 ans. On le retrouve, il est en mode I'm happy to see you. Tu vois. C'est aberrant, mais en fait c'est aberrant parce qu'on est à un stade d'aberration qui n'est pas une erreur scénaristique, c'est le système Nolan qui est comme ça. Ils lui ont mis une espèce de petite calvitie pour montrer qu'il voilà, il a un peu, il a un peu de poil blanc sur sa barbe. C'est tout, quoi. Mais bon, ça c'est un peu le... Ok, physiquement on l'a maquillé, mais ce personnage-là, t'imagines en plus, c'est non seulement bête, parce que du coup ce personnage-là n'est pas un humain qui passe 23 ans tout seul dans l'espace, je ne sais pas ce qu'il passe, ça va varier selon les humains, mais ça va lui faire des choses. Et deuxièmement, il s'enlève une scène super. Il s'enlève une scène qui serait incroyable même. Qu'est-ce qui se passe chez un être, chez cet être-là spécifique-là, qui retrouve des humains après n'avoir pas senti d'odeur humaine, n'avoir pas touché de peau, n'avoir pas tout ça. Bref, ça m'a paru très symptomatique de son inintérêt total pour la chose humaine, et je dirais un peu plus loin. On a dit la mort des personnages est très indolore parce qu'il nous a pas du tout attachés à ces personnages-là, mais en fait le film parle beaucoup d'amour. Il y a beaucoup de discours sur l'amour, mais il y a très peu de gestes d'amour dans ce film, tu vois. Il y en a, et les quelques fois où il y en a, c'est pas mal. Le Cooper qui laisse 2 montres à sa fille, c'est un beau geste. Tu es une scientifique, tu t'intéresses aussi à cette matière-là avec moi, je te laisse de quoi t'amuser un petit peu avec moi en mon absence. Oui, c'est un beau geste. La colère de Murphy aussi, à des moments, Ouais. ou même quand elle envoie les vidéos, Ouais. les larmes du père, ça c'est des moments qui sont forts à ce niveau-là. Ouais, mais c'est très peu. C'est très très peu. Beaucoup du film, c'est du discours théorique sur l'amour, sur c'est quoi la force sociale de l'amour, pourquoi on aime toujours des gens quand ils sont morts. Voilà, ils ont beaucoup de discours là-dessus. Mais en fait, je pense que l'amour, en tant qu'existence humaine concrète, l'intéresse peu. Et je dirais même un poil plus loin que l'humain, en fait, l'intéresse pas tellement. Et moi, c'est pas un problème, le fait que des cinéastes soient pas intéressés par la matière de l'humain. Kubrick, on en reparlera, je pense, un peu plus loin quand on parlera un peu plus des liens avec 2001. Mais Kubrick est quelqu'un que je pense l'humain intéresse pas beaucoup. Et quand il fait 2001, bah justement, il se débarrasse des humains. Il va aller dans l'espace pour être avec des robots, revenir avec des singes, avoir des visions mystiques, mais plein de choses où l'individu humain un peu disparaît. Et Kubrick essaie pas du tout de faire un film à hauteur d'humain, il fait un film où on voit bien que d'ailleurs, pas que dans ce film-là, dans plein de films de Kubrick, les personnages sont un peu des marionnettes. Et j'entends ça avec beaucoup d'admiration pour Kubrick. Le problème de Nolan, c'est qu'il assume pas, que l'humain et l'amour ne l'intéressent pas. Mais que vu que quand même un blockbuster hollywoodien, selon lui, il doit y avoir un côté familial Spielberg, il va mettre ces ingrédients là-dedans, dont il se fout un peu, et du coup il perd sur le tableau abstrait, parce que du coup l'espace à la fin il est pas si abstrait, parce qu'en fait il retombe sur des enjeux humains un peu classiques, il perd sur le tableau Kubrick, et il perd sur le tableau Spielberg, il perd sur le tableau famille, parce que clairement ça l'intéresse pas. Il y a une scène aussi qui est paradigmatique de ça, c'est que ce qui l'intéresse de ces personnages en fait, c'est leur puissance de théorisation, c'est-à-dire le fait qu'ils puissent
théoriser sur ce qui leur arrive. Et il y a la scène du combat entre le Dr Mann, celui qui a été laissé sur la planète, joué par Matt Damon, et Cooper. Bon, déjà, je trouve que cette scène-là, c'est une bonne idée, mais qu'elle est complètement invraisemblable. Alors, le meilleur moyen de ne pas réussir à tuer Cooper, c'était vraiment de faire ce qu'a fait Mann, quoi. Je ne te tue pas, je te pousse dans le vide en étant bien sûr que c'est un endroit où il n'y a pas trop de vide. Et je t'explique aussi que cette planète n'est pas habitable, que j'ai menti et tout. Voilà. On revient aussi à ce truc de dialogue Mais c'est là où je voulais en venir, c'est qu'en fait 90% de cette scène, c'est pas une scène d'action, c'est une scène de Dr Mann qui verbalise sur la situation. Alors d'ailleurs, je précise, c'est le seul moment de dialogue que j'aime vraiment bien dans le film, parce que ce qu'il dit, c'est enfin un peu incarné. Il dit non mais tu comprends, je sais que t'as honte de moi, je sais que tu me trouves ridicule maintenant et que tu trouves que je suis une merde, mais si t'avais été à ma place, t'aurais fait pareil. Enfin, il y a enfin du dialogue philosophique qui s'incarne un peu dans les choses concrètes. Mais c'est quand même paradoxal ou intéressant que quand Nolan filme une scène d'action, c'est pas la bagarre qui l'intéresse, c'est pas l'interaction des êtres avec le décor, c'est pas la glace, tu vois, on aurait pu imaginer plein de trucs, ils tombent dans la glace, ils ont les mains qui se refroidissent, ils n'arrivent plus à bouger, enfin, il y aurait 40 000 trucs à faire. Mais ce qui l'intéresse, c'est le docteur qui théorise sur la situation. Du coup, je pense que Nolan, c'est pas un bon filmeur de l'action, et que j'irais même un peu plus loin. Paradoxalement, il s'intéresse beaucoup à la physique, mais la physique, en tant que physique, ça l'intéresse pas beaucoup. La partie concrète, matérielle, physique du monde, et notamment des planètes, tout ça, est frappante. D'ailleurs, on en a parlé, le plan dont je me souvenais de ce film, qui m'a, à lui tout seul, donné envie de le revoir, c'est le plan de la vague. Voilà. Pour moi, c'est le plan du film, il est super. Mais tu vois, une fois que la vague arrive, qu'elle entre en contact avec le vaisseau, moi j'avais oublié en fait. Ouais. On en a parlé avant, on avait tous les deux oublié qu'en fait il y avait une sorte de surf de vaisseau, qu'aurait pu être une scène géniale. Désolé, tu me fais surfer un vaisseau dans la vague. J'ose à peine imaginer même ce que Cameron en aurait fait, tu vois. Là, la scène elle est un peu nulle, parce que la partie où la vague entre en contact physique avec le vaisseau, il est pas bon pour ça. C'est vrai que le souvenir intact qu'on avait, nous, c'est l'arrivée de la vague. Ouais. C'est ça qui nous avait le plus marqué, et pas le reste. Mais d'ailleurs, je dirais, c'est une petite analogie, parce qu'on a parlé qu'il n'y avait pas d'amour dans ce film, mais aussi dans un film très désexualisé, très désensualisé, il n'y a pas d'odeur, il y a très peu d'odeur, même cette poussière, tu vois, elle est très peu incarnée. Mais il y a un truc, pour moi, une petite analogie un peu sexuelle avec Nolan, je trouve, c'est qu'il est très bon pour te teaser des trucs. Notamment, il est très bon pour me teaser cette scène de vague, pour me teaser ce Dr Mann qui trahit tout le monde, il est très bon pour me teaser des trucs. Mais quand il faut avoir le rapport sexuel, quoi. Il y a un moment où il faut qu'il y ait un truc qui se passe, un truc que tu m'as teasé, qu'il ait lieu. Là, c'est toujours très décevant. Et moi, Inception, pour moi, c'est un peu ça. Les 10 premières minutes, je les trouve brillantes parce qu'elles me teasent un film qui va être incroyablement complexe et retorse et machin. Et au final, le film n'est pas du tout autant que ça. Et cette scène de vague, elle est frappante. Il me tease une scène qui m'excite sensuellement, quoi. Cette scène, ce début m'excite beaucoup. Et au final, il filme très mal tout le reste, quoi. Ouais. Moi, juste, on a parlé quand même de cette scène juste où il doit réussir à accrocher le vaisseau à l'endurance qui tourne très vite après que le Dr Mann ait essayé de rentrer dedans et qu'il soit fait éjecter, qui elle est une scène particulièrement réussie. Ouais. Mais qui est pas mal parce qu'en fait, je pense que c'est une des rares scènes où il se force à rester dans un seul enjeu. Ouais. Il faut mettre le vaisseau dans le truc. Et où en plus, il joue un peu avec le côté variante d'échelle. Il y a le tout petit truc qui n'arrive pas à cliquer sur le vaisseau et le très grand vaisseau vu de loin dans l'espace, variante d'échelle visuelle et sonore, vu qu'on passe des bruits de claquements au silence, quoi, au pur silence de l'espace. Mais je me dis, cette scène-là, j'ai l'impression que c'est une des seules scènes qui s'est amusée à faire. Ouais, puis là, ça parle très peu. Il n'y a pas de dialogue. Ouais, t'as raison. Cooper se jette dans ce qui paraît être une mission impossible. Essaye de tourner autour du vaisseau. Enfin bon, c'est beaucoup de bruit, beaucoup d'action, peu de dialogue. Ouais, mais d'ailleurs, je pense que ce film aussi, ça m'a intéressé de le revoir parce que je trouve que c'est très 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 évident dans ce film ce qui fonctionne dans Nolan et ce qui marche pas, quoi. Et là, t'as raison, il a enfin une scène où il met un peu de côté le dialogue, où il arrête de mettre, on va en reparler, mais 40 scènes qui se passent en même temps. Il se concentre enfin sur une scène, un enjeu physique. Il faut faire cliquer le vaisseau, que Dr Mann arrive à accrocher son vaisseau et on n'a pas envie qu'il y arrive parce qu'évidemment c'est un méchant. En plus, il y a un truc surprenant, c'est le vaisseau explose d'un coup de manière un peu impromptue. Il y a des idées vraiment purement visuelles et sonores que je trouve il a très peu dans le reste du film. Il y a très peu de moments où je me dis ah là il y a une trouvaille. Et je pense que dans ce cinéma-là, à la fois côté science et côté science-fiction, côté imaginaire, ça fonctionne beaucoup à la trouvaille, quoi. Inception, il y a la trouvaille, le rêve dans le rêve, et à un moment, quand le rêveur, il faut le faire tomber pour qu'il se réveille. Il y a plein de petites trouvailles visuelles et sonores, et là, il y en a assez peu.
Et le pire, c'est que quand il y en a, elles sont en général pas mal, quoi. Ouais. On va reparler des enregistrements aussi, c'est une super belle trouvaille, je trouve. Bon, du coup, comme tu dis, ça manque un peu de fantaisie, disons, dans l'imagination de Nolan à des moments, notamment sur les paysages. Qu'est-ce qui fait que, malgré tout, on repère que c'est Nolan qui fait ce film? Ça, c'est un peu la question qu'on s'est posée. Il y a le montage, la façon dont il joue avec le temps, la temporalité. Il fait des ellipses assez grandes, assez fortes, assez sèches, disons. Non, mais c'est vrai que si je reprends un tout petit peu le début de ta question, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de style Nolan au sens visuel. Et alors, c'est notamment frappant dans la SF, parce qu'au contraire, dans la SF, souvent, il y a une sorte d'ingénierie de dire je veux faire un film de SF comme vous ne l'avez jamais vu. De 2001 à plus récemment Gravity. Par exemple, quand je vois un plan de Gravity, je sais que c'est Quaron. Plan séquence qui va suivre des gens pendant très longtemps. Pareillement, 2001, il y aurait plein d'exemples. Blade Runner, Alien, il y a vraiment une tentative à chaque fois, un petit peu, c'est un peu un genre dans lequel on se dit je vais filmer l'espace tel qu'on ne l'a jamais filmé. Bah là, les plans de l'espace, par exemple, ils sont pas du tout tels qu'on les a jamais filmés, quoi. Ça pourrait être des fonds d'écran, ça pourrait être du film très générique de SF. Du coup, effectivement, tu l'as dit, je pense que... Alors, il y aurait une caractéristique de Nolan visuellement, mais qui en fait n'est pas une caractéristique de Nolan, qui est une caractéristique du blockbuster des années 2010, c'est l'absence de couleurs. Ouais. Le fait qu'il y a très peu de couleurs. Alors, c'est un peu Nolan qui a amené ça dans le blockbuster, mais en fait... Bon, je pense que ça s'est fait aussi en parallèle avec plein d'autres gens, mais effectivement, maintenant, les films de super-héros sont beaucoup moins colorés. Même, tu prends un film comme Dune, un film où le désert n'a jamais paru aussi gris que dans Dune. Enfin, tu vois, je dirais que c'est quand même Nolan. En fait, c'est aussi le blockbuster hollywoodien qui fait ça plus généralement. Non, je dirais effectivement, tu l'as dit, le truc qui caractérise Nolan, c'est le montage. Et alors, surtout, il a un trick un peu qu'il utilise tout le temps, c'est le montage alterné. Le fait d'avoir plusieurs séquences qui se passent en même temps, ce qui peut le rendre un peu fun dans les films de Nolan, c'est que ces temporalités-là ne vont pas à la même vitesse. Ouais. Même son film Dunkerque était entièrement construit là-dessus, vu qu'on avait... Le film racontait 3 histoires parallèles, alors j'ai plus les temporalités, mais on avait une qui se passait peut-être en 10 minutes, ou en 40 minutes, l'autre en 5 heures et l'autre en une journée, quoi. Ou je sais plus exactement les enjeux, mais c'était quelque chose comme ça. 3 lignes qui se superposaient à des vitesses différentes. Alors qu'il y a des moments où ça fonctionne très bien. Moi, je trouve que dans Inception, il y a quelques scènes super comme ça, parce qu'il arrive à faire interagir ces différentes lignes narratives. Dans Inception, par exemple, je me souviens que le début, on a un personnage, je crois que c'est le héros, qui est dans une sorte de grande maison, et là, d'un coup, il y a plein d'eau qui rentre dans la maison. Cut, on a un personnage dans un tout autre endroit qui sort d'une baignoire. Dans Inception, il y avait des idées comme ça très ludiques pour rendre ça. Et donc, je comprenais très bien son obsession du montage alterné là-dessus. Là, il y a des scènes où je trouve qu'il se gâche en faisant ça. Parce que reprends la scène que je trouve bien par moment du monologue du Dr Mann qui explique à ce pauvre Cooper qui est en train de crever, qui lui dit « Ouais, est-ce que tu vois tes enfants ?» Enfin, c'est très cruel et très intense comme scène. Et ça, il la coupe. Il l'entrecoupe perpétuellement avec une scène qui se passe dans la maison sur Terre. Et bon, là, j'ai trouvé que ça n'avait aucun intérêt narratif ni visuel. Les scènes ne s'ajoutaient pas, ne se répondaient pas du tout. Et donc, je me suis dit, en fait, il fait ça parce qu'il a peur qu'on se fasse chier. Il utilise la version, on va dire, très cheap du montage alterné, qui est de dire un montage alterné juste pour créer un peu de la tension, dont j'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez dans ma scène, alors que pour moi, il y en a largement assez. Tu me montres un mec en train de crever et l'autre qui monologue sur la vie et la mort devant lui qui crève. Pour moi, ça va, j'ai assez de tension comme ça. Mais je pense qu'il a un besoin de... C'est pareil avec la musique, tu vois. Il utilise tout le temps la musique. Alors, des moments où ça marche, mais cet usage quasiment sans fin, il n'y a quasiment pas de scène de silence, ou alors on a le silence spatial pur, mais dès qu'on n'est pas dans le silence pur spatial, il y a toujours de la musique qui soutient le film, au point où du coup, elle ne fait plus effet de tension pour moi au bout d'un moment. Elle fonctionne au début en tant que tension, et une fois qu'elle est là pendant 2h30, et qu'elle a été là, y compris par des scènes où il n'y avait pas besoin de tension, elle arrête de résonner, quoi. Mais du coup, je trouve que cette obsession de Nolan pour le montage alterné fonctionne par moments, mais que ça gâche aussi beaucoup de ses effets, quoi. En fait, j'ai l'impression que pour lui, vu que sa signature n'est pas visuelle ni sonore, c'est devenu sa signature. Et que du coup, c'est un procédé qu'il utilise tout le temps, qui a perdu un petit peu sa force. Alors que ça a été une force dans ses films, je pense. Ouais. Je trouve que la technique des ellipses brutales et sans plus d'explication est assez efficace. Oui. Malgré tout. Je suis d'accord. Comme tu disais tout à l'heure, il sort de sa voiture, boum, il se retrouve dans la fusée. Mais en fait, t'en parlais de ce procédé-là, mais en fait, Nolan, c'est pas mal quand il assume qu'il est formaliste, c'est-à-dire quand il assume qu'il va avoir des idées purement cinématographiques. Ça, c'est très assumé. Elles sont souvent pas mal. Ouais. C'est pour ça que c'est d'autant plus... Moi, je trouve que c'est un film quand même moyen, Interstellar.
mais que les quelques vraies idées qu'il y a dedans sont plutôt bonnes. Il y en a d'autres où je suis moins convaincu, j'avoue, le trou noir à la fin, je suis assez peu convaincu par le design qu'il lui a donné, mais bon, de toute façon, d'un point de vue design, on n'est pas amis, lui et moi. La manière dont il design ses vaisseaux, tu vois, tout gris, le machin, je trouve pas ça intéressant. Mais ok, mais je peux accepter s'il laissait plus d'espace à ces vraies idées riches, qui en fait sont 20 minutes de film, sur les 2h30 de dialogue un peu plat, quoi, un peu pâteau. Vous n'êtes pas amis, en plus il te fait pas rire. Tu n'as pas aimé Non, les alors blagues. c'est vrai qu'on en a parlé sur l'humour, c'est vrai que c'est frappant parce que c'est un de ces seuls films dans lesquels il y a vraiment des tentatives de gags et qu'en plus je disais les gags du robot là, parce que le robot du coup, pour ceux qui l'ont vu il y a longtemps, le robot fait des blagues qui en plus purement verbalement sont des blagues qui sont pas mal. Ils sont plutôt rigolotes les blagues qu'il fait, mais elles sont mal timées quoi, elles sont pas drôles parce que ce mec n'est pas drôle, je pense qu'il a jamais fait à part dans ce film-là, il n'a jamais fait un gag de sa vie et c'est pas grave, ça traduit un cinéma qui pour moi me limitera toujours un peu, le fait qu'il y ait aucune légèreté dedans moi m'éloigne un peu, mais c'est pas très grave. Si je pense qu'il me frustre, c'est qu'il ne se laisse pas assez de place pour ses forces. Voilà, c'est un film dans lequel ses forces sont un peu en sourdine. Les moments de pure conceptualisation ludique, je vais prendre un exemple, par exemple tu vois Rick et Morty, je trouve qu'il utilise mais beaucoup plus et beaucoup mieux ce genre d'idée. Je me souviens il y a un épisode dans lequel il joue sur le fait que les réalités parallèles, c'est le multivers. Idée toute simple, le multivers se découpe, l'image se découpe en plusieurs vignettes et on voit les plusieurs différentes temporalités qui avancent en même temps, et avec cette idée en plus géniale, même si Rick et Morty c'est inégal mais parfois il y a des idées vraiment virtuoses, et il y a l'idée que dès qu'un personnage doute sur ce qu'il fait, ça ouvre deux plans de réalité qui sont ces deux choix différents. Et du coup, on a comme ça, l'image commence à se diffracter, tous les personnages commencent à parler en même temps. Et c'est ce genre d'idée que Nolan a parfois, en moins radical, mais il a parfois ce genre d'idée. Et j'ai l'impression que son obsession de vouloir faire des blockbusters familiaux l'empêche d'aller vers ça. Alors que Rick et Morty, vu qu'ils assument de faire une sorte de série expérimentale, où chaque épisode va inventer un petit concept, ils s'autorisent à faire ce genre de conneries, quoi. Ils s'autorisent à faire je vais pas citer toutes les idées, mais il y a eu moins une dizaine d'épisodes de Rick et Morty qui sont pour moi du Nolan au centuple, quoi. Et si je peux me permettre de faire une mini parenthèse, même juste pour rebondir aussi sur le truc de l'humour, moi ce que je trouvais c'est que c'est extrêmement américanisé quand même. Bon, c'est normal, hein, c'est un film américain, mais tout se passe à travers l'Amérique, quoi. Hein. C'est dans le paysage de base, c'est le Midwest américain et c'est tout, quoi. Ensuite, le dernier plan est un plan de drapeau américain d'ailleurs. Ouais, voilà. Et eux ils font des blagues de Marines, quasiment tous, et puis on ne sait pas qu'est-ce qui est arrivé aux autres pays de la Terre. C'est vraiment l'Amérique. Et je trouve que ça limite aussi beaucoup la projection qu'on peut avoir dans ce film. Je suis d'accord, mais tu vois, même là-dessus, j'aurais bien aimé que cette Amérique-là soit plus américaine, dans le sens qu'elle soit plus non, mais tu vois, qu'elle soit plus incarnée, par exemple. C'est tout con, mais tu vois, évidemment, idée pour nous montrer qu'on est en Amérique et on va parler aussi un peu de, on va dire, l'ancrage géographique américain, de la NASA, tout ça. Le moment où il y a une tempête de sable, qui pareil est très peu exploité, alors que ça pourrait être une très belle scène, mais c'est dans un match de baseball. On le voit pas, le match de baseball. Tu vois, c'est con, mais moi, limite, tu me fais un film où t'assumes le côté, on va parler, ça va se passer aux États-Unis, et donc je vais aller faire un match de baseball, parce que c'est ça que font les Américains le week-end. Mais moi, je veux le voir, le match de baseball, tu vois. Et même, tu vois, tu me dis que ces personnages sont des Marines, alors que, bon, ce qui est déjà mauvais signe, parce que normalement, ils sont censés être des scientifiques, mais pas Cooper est un peu... Cooper est plus un Marine. Marines, ouais. Mais alors moi j'aimerais bien qu'il le soit plus. J'aimerais bien qu'on sente plus que c'est un Marines au sens... Tu vois les personnages par exemple dans le vaisseau, tu dis qu'ils font des blagues de Marines, et moi je pense que tu fous des Marines dans un vaisseau, ils font des blagues de cul tout le temps. Ils font des blagues de mauvais goût, tu vois... Là tout est quand même très policé, tout est très lisse. Tu prends le Aliens de Cameron, donc le deuxième Alien, c'est aussi sur des sortes de Marines qui vont dans l'espace, qui vont se battre contre des aliens. Ils se font des blagues de cul tout le temps. Il y a des meufs dans l'équipe, et on voit que c'est un vrai enjeu pour ces meufs-là de devoir être encore plus masculines que les hommes, c'est leur seul moyen d'être accepté dans la team. Enfin, le côté justement beauf américain de ces personnages-là est incarné et assumé par le film. Moi, je trouve au contraire que Nolan, paradoxalement, il l'euphémise beaucoup. Ces personnages-là sont scientifiques, en ça qu'ils font des discours scientifiques, mais en quoi on peut voir dans leur manière de parler, leur manière d'être, leur rapport au monde, qu'ils auraient quelque chose de purement scientifique. Par exemple, je finis avec ça, l'espace n'inspire aucune émotion à ces personnages. Oui, c'est quand même frappant, ils sont pas angoissés, mais t'as dit, ils sont pas stressés, ils sont pas excités non plus, tu vois. Ils n'ont aucune... Moi, je pense que si tu finis astrophysicien, tu dois avoir un rapport émotionnel à la science, et je pense que même Nolan, un rapport émotionnel à la science, ça doit le faire jouir, inquiet. Moi ça pourrait m'inquiéter, par exemple je sais que moi il y a des choses 2001 est un film que je trouve
hyper angoissant sur le rapport à l'espace. Et là, ce film-là, l'espace est là en tant que objet de discours, il n'est pas du tout là en tant que présence par rapport à laquelle on va se situer émotionnellement, quoi. Et je n'ai jamais ressenti, par exemple, le vide dans ce film, au sens l'angoisse ou l'excitation que pourrait me donner le vide. Et c'est très symptomatique d'un ensemble, je pense qu'on répète un peu la même chose depuis le début, mais que tout ça m'intéresse en tant qu'idée, mais pas du tout en tant qu'existence physique, quoi. On parlait du coup justement de l'amour de Nolan pour la théorie scientifique, pour la science, pour la technologie. Bah d'ailleurs, au début du film, il y a une sorte de scénario bis qui est effleuré. Enfin, en tout cas, il y a une problématique qui est effleurée, c'est celle qui est posée lors de la réunion parents-prof, quand Cooper va voir les professeurs de Murphy et que ces professeurs lui reprochent d'avoir un manuel ancien qui parle de l'alunissage, notamment des Américains. Il y a cette problématique qui est soulevée, c'est comment la technologie a détruit en fait la planète au XXe siècle et comment on veut faire table rase de tout ça parce que maintenant ça nous a amené vers la fin de l'humanité. Du coup, Cooper lui se défend de tout ça puisque lui il est pro technologie, il est ingénieur, il aime ça le passionne. Et d'ailleurs, le film résout même ça, puisque au final, l'humanité est sauvée grâce à la technologie. Ouais. Non, mais alors, j'aimerais bien revenir, avant d'aller plus sur la partie plus philosophique de ce que tu as dit, mais cette scène-là, elle est marrante parce que, tu vois, on avait dit dans Bugonia, il y avait des scènes où les personnages parlaient de théories, verbalisaient un peu sur le monde, et puis en fait, on allait voir derrière ça comment en fait ça rejouait des rapports intimes entre eux. Et là, le film fait exactement l'inverse. Il vient parler de la fille, ils vont parler de son enfant, et au final, ça, il s'en fout en fait, Nolan, je pense que la relation parent-enfant, les réunions parents-proches, je pense qu'il y a bien un truc qui l'intéresse pas, c'est ça. Par contre, il va l'utiliser comme un moyen d'arriver sur du débat philosophique sur la science, et je me suis même dit, j'avais quand même oublié cette scène, je crois toi aussi, tout le monde s'était dit qu'on l'avait oublié. Ouais, complètement, ouais. Il devient même un peu militant. Il nous dit, en fait, ces salauds de gens un peu post-apocalyptiques sont en train de changer l'histoire, mais alors c'est pas changer l'histoire à la Trump, c'est changer l'histoire en mode effacer les grandes avancées scientifiques du XXe siècle, notamment ils sont devenus des conspis anti-scientifiques, vu qu'ils disent que l'alunissage, en fait, c'était une illusion. Et donc je me suis dit, waouh, Nolan se mouille un peu, il prend parti entre les deux. Non, mais après, ce qui est intéressant, c'est que cette scène-là, elle s'arrête un petit peu une sorte d'opposition comme ça de côté, mais qu'après, il y a plusieurs choses. Déjà, Cooper, tu dis qu'il est fasciné par la science, et de fait, il défend la science pendant cette scène-là. Dans le film, je crois qu'on ne le voit jamais en contact avec un objet scientifique. Tu vois, il appuie sur les boutons du vaisseau, mais on aurait pu imaginer tout ce truc. Il aurait pu être un être de débrouille. D'ailleurs, c'est un peu comme ça qu'il ressemble, ça que le personnage dégage un peu, cet acteur-là. Il le fait quand il chope le drone indien. Et cette scène, elle est bien, je trouve. Et c'est au début aussi. Hein. Ouais, c'est au début aussi. Juste avant d'arriver à l'école. Et cette scène est pas mal parce qu'en plus, belle idée de traverser les champs de maïs. Tu vois, quand il décide de faire une scène visuelle, ça peut être super. Et belle idée de traverser les champs de maïs. Et c'est vrai, il y a cette scène-là qui est bien. Il y a pas beaucoup ça dans le reste du film. Non, mais sinon, ce qui est marrant, c'est que là, il y a un discours un petit peu avancé sur la science qui pourrait nous attendre à un film qui va être un peu dialectique, nous montrer par exemple, je pense que ce serait une vision plus juste de la science, qui serait de dire c'est un outil d'émancipation autant que d'oppression, elle détruit autant qu'elle crée, il faudrait voir dans quel cadre, comment, pourquoi, tout ça. Et en fait, le film va être ce qu'on appellerait technosolutionniste, quoi. En fait, c'est la science qui va tout résoudre, mais ce qui est intéressant aussi, qui caractérise un peu, je pense, le rapport de Nolan à la science, c'est qu'on nous dit que la science résout tout, mais comment est-ce qu'elle a tout résolu ? Mais j'en ai aucune idée. C'est-à-dire qu'il y a une formule qui a tout résolu, mais je comprends rien à cette formule, donc je sais pas. Et tu sais, à la fin, ils vivent dans une sorte de monde un peu circulaire, là, qui est une sorte de boule. Hyper bonne idée. Pourquoi tu me fais pas des scènes là-dedans ? Pourquoi tu me fais, tu vois ? Il y a une idée qui est marrante, il y a un moment, je crois qu'il joue au baseball, puis il y a une balle qui part. Voilà. Et moi, j'aimerais bien comprendre comment ce monde fonctionne. Voilà. Nolan nous décrète que la science va sauver le monde. Et en fait, il nous le dit dès le début, vu qu'on comprend que c'est la conviction de Cooper, que Cooper est notre héros. Voilà, c'est celui qui va être la voix de la raison dans ce film. Mais en fait, il s'intéresse pas à comment la science va sauver le monde. Il nous dit qu'elle va sauver le monde en tant que science, en tant que chose abstraite, mais les choses concrètes, encore une fois, j'insiste dessus, mais tu vois, la partie du passage de l'équation au monde concret n'est pas résolu. Et moi, je pense pas être quelqu'un de technosolutionniste comme Nolan, mais ça pourrait m'intéresser de voir comment, prenons un cas concret où la science va sauver le monde, par exemple, comment ce jeu sur la gravitation va permettre de faire un petit monde fermé en forme de boule. Pourquoi pas ? Mais dans ce cas-là, j'aimerais bien qu'il me l'incarne un peu, et c'est là-dessus qu'il est pas bon, et que du coup, ce que tu dis, cette opposition-là qu'on voit dans le film entre une vision anti-science et une vision pro-science, reste à l'état de débat théorique.
Ouais, c'est dommage, parce que ça aurait pu faire un scénario bis, ça aurait pu faire quelque Ouais. chose. Cette idée de se dire, bon, ben, on efface le passé parce qu'on va tous crever, ça aurait pu créer autre chose. Oui, en plus, ce qui d'ailleurs aurait pu être intéressant, tu vois, c'est-à-dire que c'est des débats écologiques intéressants aujourd'hui, donc on considère que c'est un peu la science qui nous a foutu dedans. On ne pourra pas se passer de la science pour s'en sortir, ça veut pas dire que c'est elle qui va tout faire, mais on ne pourra pas s'en passer. Du coup, ça crée du jeu, quoi. Ça crée un rapport tendu à la science, qui est à la fois un truc... Déjà, parler de la science en soi, c'est compliqué, ça demanderait à parler de quelle science nous met dedans, quelle science nous en sort. Bon, Bugonia, de ce point de vue-là, me semble un film infiniment plus riche, alors que pourtant, beaucoup plus humble. Ouais. On était dans une pièce, enfin quasiment, on parlait juste des néonicotinoïdes, enfin, dans un rapport à la science beaucoup plus petit, mais il me semble beaucoup plus riche et qui ouvrait beaucoup plus de portes vertigineuses même sur ce que la science pouvait être et comment on se situait par rapport à elle. Tout à fait. Bon, ben justement, de t'en parler, on va donc faire une transition. Tu parlais de 2001. Bien joué. Ah oui, tu parlais de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick. Il y a beaucoup de gens qui comparent Interstellar Ouais. à 2001. Alors lui-même met beaucoup de plans de 2001 dans son film. Et ouais. ça te plaît pas du tout. Non, mais alors je précise, là où ça me plaît pas, c'est pas du tout le fait que je trouve que Kubrick est un meilleur cinéaste Ouais, et bien que sûr. voilà. Limite que Nolan, même si je pense que c'est un moins bon cinéaste que Kubrick, qu'il veuille se mesurer à Kubrick, je suis, tu vois, partant, puisque Kubrick n'est pas non plus mon cinéaste préféré, donc tu vois, tout va bien. Mais non, ce que je trouve, moi, justement, par contre, que ce film n'est pas du tout un film kubrickien, quoi. Mhm. Que vraiment, on entend beaucoup, tu l'as dit, quand les gens parlent de Nolan, ils disent beaucoup c'est l'héritier de Kubrick. Et moi, c'est pas une histoire de il est moins bon, c'est une histoire que vraiment, il ne fait pas du tout des films comme Kubrick ferait des films. Alors oui, les deux, ceux qui pourraient avoir en commun, c'est on voit qu'ils ont une ambition monumentale. Ça, ok, ils ont en commun de faire des films un petit peu où on voit bien qu'on veut te montrer que tu es face à un truc énorme, très sérieux, voilà, ça on est d'accord. Pour le reste, tu vois, déjà, Kubrick, ce qu'il singularise quand il fait 2001, c'est qu'il veut faire un film de SF, mais qui n'a rien à voir avec tout ce qui se fait en SF. Tu vois, il fait un film dans lequel, toujours aujourd'hui, aucun film ne ressemble, en bien ou en mal, mais ne ressemble à 2001. Quand Nolan fait Interstellar, bah, il prend un modèle de blockbuster très classique. C'est l'Odyssée, en fait. D'ailleurs, on a appris, il est en train de tourner l'Odyssée, donc ça, ce n'est pas un hasard. Mais ils sont vraiment dans un récit. On va aller, un père de famille va aller au bout du monde pour sauver sa fille. On est vraiment dans un univers extrêmement quadrillé. D'ailleurs, avec cette idée que quand le héros va sauver le monde, il va aussi restaurer le lien avec sa fille. On est vraiment des choses très classiques de l'imaginaire du cinéma, quoi. Et donc là-dessus, je pense que Kubrick est très loin, et qu'au contraire, Kubrick, c'est un film dans lequel toutes ces choses qui caractérisent la fiction classique, l'identification des personnages, les émotions, les enjeux, la narration, il s'en fout complètement. 2001, ça commence par 20 minutes sur des singes. Mhm. Ensuite, on a 1 heure où on suit un astronaute dont on voit très bien qu'il n'est pas très intéressant en tant que personnage. L'astronaute, on va dire, se dissout un peu, et en fait, les personnages qui vont avoir plus de place, c'est une sorte de vieillard, un bébé, un robot, va avoir beaucoup de place. En fait, je pense que Kubrick, pour le coup, a assumé de faire un film post-humain. Il assume les humains ne m'intéressent pas, en tout cas dans 2001, et d'ailleurs, il n'essaie pas du tout de nous créer une empathie à ces personnages-là. On a beaucoup reproché à Kubrick, ce qui pour moi est sa force, qui est de avoir des acteurs, des actrices qui sont dans des poses. Tu vois, il fait des plans très picturaux comme ça, dans lesquels on voit bien que les personnages sont un peu des marionnettes. Au contraire, on voit que Cooper, il y a une sorte de tentative désespérée de l'humaniser, de nous faire comprendre ses conflits intérieurs et tout. Donc, si j'oppose Kubrick et Nolan, c'est pas tellement pour le fait qu'ils soient pas au même niveau, c'est pour le fait que c'est pas du tout les mêmes choses qui l'intéressent. Ouais. D'ailleurs, Kubrick, dans l'espace, il va pas du tout au bout de l'espace pour que son personnage résolve des choses de lui-même. Au contraire, ce qui va se passer dans 2001, quand le personnage va au bout de l'espace, il se dissout littéralement. Alors d'ailleurs, quand ils ont la même idée, ils vont rentrer dans une sorte de trou noir. Le trou noir de Cooper le ramène à sa condition psychologique, papa, maman, tout ça. Le trou noir de 2001 le diffracte et en fait une sorte de vieillard errant dans l'espace. Donc on est vraiment dans des choses très, 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 très différentes. Et d'ailleurs, je pourrais dire en 2 mots, je pense qu'en fait, Nolan, il n'est pas du tout dans l'idée de faire un film comme en tant que Kubrick, c'est-à-dire un film qui ne ressemble à rien. Au contraire, il va dans l'espace pour reprendre des formes connues. Et Inception, pareil. Inception commence comme un film qui va te ressembler à rien, qui va complètement inventer une nouvelle forme. Au final, les 2 heures qui suivent, on est beaucoup plus proche d'un James Bond que d'un film expérimental. Les 2 heures qui suivent, c'est DiCaprio qui se poursuit, qui tire sur des gens, qui va retrouver son ex-femme, sauver le monde. Enfin, on a un truc beaucoup plus proche de James Bond. Et je pense que d'ailleurs, c'est pas un hasard si Nolan est allé faire des Batman.
Ce qui l'intéresse, c'est la narration classique des héros, quoi. Là où je pense que Kubrick n'a jamais fait ça, il n'a jamais été dans ce genre de direction-là, et je pense que c'est pas du tout ce genre de choses qui l'aurait intéressé. Donc là où je trouve, du coup, c'est aussi frappant, parce que le fait que Nolan fasse autant référence à 2001, je me demande si c'est pas un signe un peu d'aveuglement sur ce qu'il fait. Tu n'es pas du tout en train de faire 2001, et j'ai envie de dire, c'est pas grave, mais juste, c'est étrange que tu tendes autant de perches à ce film-là, qui vraiment est un film qui est dans les directions radicalement opposées aux tiennes, quoi. Ouais, pour parler aussi de la conclusion de ce film et d'un autre film de SF aussi, je voulais parler de la place de l'amour dans la conclusion. Parce qu'en plus, donc, ça me fait penser beaucoup au 5e élément. Donc l'amour, c'est l'équation manquante. C'est vrai que tu m'as rappelé ça tout à l'heure, c'est vrai que j'avais oublié qu'il y avait ça dans le 5e élément. C'est l'équation manquante, donc c'est grâce à l'amour qu'il peut communiquer avec sa fille et c'est grâce à l'amour qu'il sauve l'humanité. Moi, je me suis demandé un peu cette question de l'amour, étant donné c'est vachement désincarné pendant tout le film, comme tu l'as dit. Est-ce que vraiment c'est un vrai élément du film ou est-ce que c'est une pirouette de la part de Nolan pour conclure son film, quoi? Bah, j'aurais pas la réponse, mais j'ai dit, ça on l'a un peu déjà dit. Premièrement, je vois que l'amour, ça l'intéresse pas beaucoup en tant que chose physique, quoi, en tant qu'incarnation concrète, c'est vrai. Et quand je parle de films désensualisés, je dis pas au sens que je voudrais que les astronautes baisent, tu vois. Non, mais quand même, c'est pas rien de dire que des gens sont enfermés, notamment un pendant 23 ans dans l'espace, et de ne jamais évoquer le problème du manque. Tu vois, mais aussi peut-être pas que de sexe, hein, ça peut être de plein d'autres choses, il me manque les odeurs de la terre, machin. C'est quand même très frappant de ces personnages-là qui sont complètement décorrélés du contact. Contact qui pourrait être l'autre nom de l'amour, quoi. L'amour en tant que contact. Du coup, j'ai l'impression effectivement que l'amour est un enjeu théorique et narratif, et c'est vrai, t'as raison là-dessus. Et ça m'a amusé ta comparaison avec le 5e élément, parce que je ne vais pas défendre le 5e élément étant un grand film, pas du tout, mais c'est un film que je trouve beaucoup plus honnête dans sa manière de faire les choses, c'est-à-dire que déjà, c'est un film qui assume de manière plus ou moins réussie le fait d'être drôle, mais il y a des gags. Tu voulais de l'américain, un peu trash, au moins là on assume. Je complètement. trouve Bruce Willis est dans son côté beauf américain est un bien meilleur personnage que Cooper, je trouve. Oui, bien sûr. Mais parenthèse fermée là-dessus, non, mais aussi, tu vois, est un film dans lequel, moi je suis pas fan, hein, mais je trouve qu'il y a des vraies idées visuelles dans le 5e élément, tu vois. Que je trouve des fois mauvaises, mais je trouve qu'au moins le gars s'est dit, d'ailleurs c'est le seul film je trouve où il a réussi visuellement à avoir des idées. Tu vois, il y a la chanteuse d'opéra, tu vois, qui chante, qui se sort une pierre du corps, tout ça c'est quand même des idées assez puissantes visuellement que Nolan n'a pas. Pour le coup, là-dessus, je trouve que autant tu me montres un plan du 5e élément, pour le meilleur ou pour le pire, mais je reconnais tout de suite qu'on est dans le 5e élément. Tu vois. Et je pense que j'ai pas tout vu de Besson, donc je vais pas faire des théories un peu dessus, mais je pense que il se prend moins, en tout cas dans ce film-là, il se prend beaucoup moins au sérieux, et que du coup, je peux beaucoup plus assumer tous les problèmes du film. Moi, j'ai un gros problème dans Interstellar, c'est que vu qu'il me montre que c'est un film très sérieux et qu'il essaie de tout m'expliquer, du coup, je deviens attentif à des invraisemblances auxquelles normalement je m'en fous. Que dans Star Wars par exemple, rien n'a de sens. La Force c'est censé être capable de faire plein de trucs de fou, il y a plein de trucs qu'ils devraient être capables de faire qu'ils ne font pas. Mais vu que le film n'a pas essayé de me théoriser ce qu'était la Force, j'ai pas trop de problème avec le fait que ce soit incohérent. Dans Interstellar, moi en fait le film, si on le prend rigoureusement, rien ne marche depuis le début. Cooper arrive dans une station spatiale où ils ont prévu une opération depuis des années. On va le mettre pilote, voilà, comme ça. En fait, on va tout changer, tu deviens pilote du jour au lendemain. Première chose. Deuxième chose, on comprend que des êtres du futur communiquent avec eux. Et que c'est la fille qui a compris ça. La fille dit, en fait, il est en train de te parler en morse. C'est ça on sait que c'est vrai, parce que c'est ça qu'il a emmené dans la station. Ah là, on s'en fout complètement. Une fois que, tu vois, elle lui dit, il est en train de te dire stay en morse. Non, tu dis n'importe quoi, alors que c'était vrai juste avant. Ce film est d'une invraisemblance complète du début à la fin, et je pense que c'est pas grave parce que c'est toujours un peu comme ça la SF par définition, c'est très dur, et c'est pas, et là où je veux en venir, c'est que du coup le problème c'est que le film se mord la queue parce qu'il essaie de tout me justifier. Alors du coup je commence à être attentif, je commence à dire non, ça marche pas. Dans le film ça atteint un stade pour moi vraiment névrotique d'expliquer toutes les parcelles du scénario, mais quand ça tient pas debout, du coup je ne vois que ça, et j'ai passé un moment dans le film à me dire non mais ça n'a aucun sens. Alors que tu n'aurais pas essayé, comme dans le 5e élément, de me solidifier ça par une armature théorique monstrueuse, je me serais pas posé ces questions-là et j'aurais pu prendre beaucoup plus de plaisir à ce film et par exemple à cette fin aussi. Donc de nombreux petits défauts, mais quand même un grand plaisir à regarder. Ouais, non, moi j'ai dit non, mais il y a des scènes, j'ai dit la scène avec le docteur qui explique la vie et la mort à l'autre qui est en train de crever, je trouve vraiment une super scène. Et pareil, moi j'ai quelques petits moments, tu vois, la vague, on a tous les deux été un peu touchés par la scène du message. Beaucoup de tension, beaucoup d'émotions à des moments sur des scènes précises qui sont du coup agréables à regarder et qui touchent.
Mais là où je pourrais rapprocher ça d'Avatar, c'est que tu vois, je trouve que c'est deux cinéastes, Cameron et Nolan, qui ont chacun des qualités évidentes et qui les font pas tant jouer. Voilà. Ouais, Nolan c'est est un génie, enfin génie, je sais pas si c'est le mot, mais en tout cas, est un grand maître de l'idée ludique, de je vais emboîter des récits les uns dans les autres et te perdre complètement dans un millefeuille de récits. Il est vraiment fort pour ça. Et il en fait pas grand chose en fait dans ce film-là. Il en fait pas tant que ça. Et dans Oppenheimer, pour moi, qui est vraiment son film le plus faible de très très loin, il y avait plus du tout ça. En fait, on voit quand même que quand il se débarrasse complètement du côté ludique de son cinéma, il fait des films qui sont vraiment complètement génériques, quoi. On verra ce que ça donne avec l'Odyssée. Voilà, peut-être qu'on se Prochain retrouvera film. à ce moment-là. Ouais. Tout à fait. Ouais, merci beaucoup, Hugo. Ah, merci à toi. On se retrouve pour le prochain épisode de La Phase si on fait nos devoirs correctement. Ouais, non, cette fois, on va essayer de faire nos devoirs. On a d'autres films en backup, mais ce serait bien peut-être si on voit un film d'actualité. Oui, surtout qu'il y en a plein en ce moment. 237, je pense qu'il y avait des choses à dire. Ouais. Voilà, je ne dis pas quoi, mais je pense que c'est un film. Ok. Bon, bah, promis, je vais me mettre à la page et on se retrouve au prochain épisode. Yes, à la Ciao. prochaine.